J'ai pas de sang russe avéré, mais je me sens très russe. Voilà. Alors que les Russes, c'est tu m'emmerdes, point barre, voilà, je te l'ai dit. Bon, maintenant, ça y est, on peut se mettre d'accord et puis on continue. Et je suis tombée amoureuse de tout. Il y avait de la neige partout. Il y avait le Kremlin, la place rouge, les gens qui se baignent dans la neva glacée. Bonjour Cécile. Bonjour Diana. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour cette interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Écoutez, bonjour Diana, merci beaucoup de m'avoir invitée à participer à votre chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Cécile Roch, je suis née en Normandie, j'ai 54 ans et j'ai habité 28 ans en Russie. Voilà. Toute ma vie est liée avec la Russie. Je suis organisatrice de voyages pour les Russes qui aiment la France, après pour les Russes qui aiment la Russie avec le Covid. Je suis écrivain, si on peut dire, j'ai écrit un petit livre. C'est pas un petit livre, c'est le livre qui est très très bien vendu et qui est très populaire en Russie. Oui, voilà, sur la France. Je suis organisatrice d'événements divers franco-russes. Et puis, une amoureuse de la Russie, de la France, et quelque chose qui fait un pont en fait entre les deux cultures, la russe et la française. Et comment vous êtes venue l'idée de partir en Russie, d'apprendre le russe? Alors le russe, c'est totalement par hasard. Enfin, je pense qu'il n'y a jamais de vrai hasard, mais disons que je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants, et mes parents étaient profs. Et quand il a fallu que je fasse une première langue au collège, mes parents m'ont dit, écoute, tu vas pas faire anglais, de toute façon, tu apprendras comme ça, voilà, bref. Donc, va faire quelque chose de plus compliqué. Et il y avait du russe à En Rennes. Normandie. À Rennes, en Bretagne. Première langue. Donc, ils ont dit, moi, je vais faire du chinois, parce que j'étais très culture chinoise à l'époque. Mais il y avait du russe, et ils ont dit, est-ce que tu veux faire du russe? Alors moi, j'étais, ouais, super, c'était tellement exotique. Et puis j'ai eu une professeure vraiment incroyable qui s'appelait Ludmila Valerievna Lebren. Et alors Ludmila Valerievna, c'est pour les petits Français, c'est juste imprononçable. Mais qui était donc d'origine russe et qui a été ma prof pendant 4 ans au collège. Puis après au lycée, j'ai eu une autre prof. Et voilà, et je suis tombée amoureuse du russe tout de suite, parce qu'en fait, on n'apprenait pas juste une langue, on était dans la culture dès le début. Elle avait des châles russes partout dans la pièce, il y avait des affiches, des placates, il y avait Dyadia Styopa, il y avait des photos du Kremlin, il y avait l'alphabet, il y avait tout plein de choses. On faisait toutes les fêtes russes avec elle. Donc ça m'a tellement plu que je me suis dit que comme je suis littéraire, je suis tombée amoureuse du russe dès la première leçon en fait. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait du russe aux langues orientales à Paris. Après, j'ai passé 1 an à l'Institut Pouchkine à Moscou. J'ai travaillé 3 ans chez Aeroflot. Et vous êtes venue en Russie pour la première fois en quelle année? En 83. J'étais en 4e. Et c'était un voyage scolaire avec notre prof. Et donc, elle a eu son visa pour le mois de février. Donc, on est parti au mois de février. Donc, il faisait froid. Il faisait super froid. Surtout que nous, on n'était pas du tout préparés. On arrivait en basket sans rien du tout. Et du coup, tout le monde est tombé malade, moi aussi. J'ai eu une pneumonie, voilà. Et donc, j'ai passé 15 jours à la maison après. Mais c'est pas grave, on a fait Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad à l'époque, Moscou. Et je suis tombée amoureuse de tout. Il y avait de la neige partout. Il y avait le Kremlin, la place rouge, les gens qui se baignent dans la neva glacée, l'Ermitage. Enfin, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment incroyable. Et moi, j'ai toujours une vie très rangée, de petite fille de prof, dans ma petite ville de campagne. Enfin, bon, Rennes, c'est un peu provincial quand même. Donc, avec mes cours, mon lycée, mon collège et tout. Et quand je suis arrivée en Russie, c'était complètement une autre planète, quoi, voilà. Donc, ça m'a plu, j'ai adoré. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire toute ma vie. Et donc, j'ai commencé à beaucoup m'attacher à l'apprentissage du russe. Je pense que j'ai des facilités aussi, mais c'est une langue que je trouve magnifique en plus. Et vous vouliez être à base professeur de russe si vous avez fait des langues? Non, pas du tout. En fait, je ne savais pas ce que je voulais être. Je savais que je voulais juste continuer à apprendre le russe. À une époque, j'ai pensé passer le concours du ministère des Affaires étrangères. Et donc, il fallait apprendre une 3e langue, il fallait apprendre une 2e langue du bloc de l'Est. Donc, j'ai commencé le roumain. Et ça m'a pas du tout plu, par contre. C'était la catastrophe. Donc, en fait, j'ai arrêté au bout d'1 an et puis j'ai abandonné l'idée du ministère. Et j'ai toujours beaucoup aimé voyager. J'ai travaillé, quand j'étais étudiante, je travaillais chez Aéroport de Paris à mi-temps. Et donc, c'était tout en lien avec les voyages, les vols, tout ça. Donc, c'est ça que je pense qui m'a poussée après à me lancer dans l'industrie du voyage. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comment vous vous êtes retrouvée en Russie? Alors, j'ai passé 1 an en 91-92 à Moscou, à l'Institut Pouchkine. Alors c'est une année dingue, hein, puisque je suis arrivée en Union soviétique. L'Union soviétique s'est cassée la figure en 91. Et surtout, c'était des années très compliquées en Russie.
Il y Oui, avait rien, il y avait les non. pénuries, il y avait la mafia, c'était... Oui, mais quand on est étudiante, on n'a pas de famille, on est un peu, voilà, on a des dollars. Moi, j'ai dépensé. Ah, c'est bien, vous étiez venu avec des dollars. J'étais venue avec des dollars. J'ai dépensé en un an, j'ai dépensé 1000 dollars. C'est pour vous dire comme c'était la Oh fin du là siècle. là. Ouais, mes parents étaient contents. Et donc, enfin voilà, il y avait rien à manger, mais finalement on trouvait toujours un truc. C'était pas, voilà, il y avait rien à s'acheter. On n'a pas fait de shopping forcément, mais bon, j'ai voyagé dans toute la Russie. Je suis allée sur le Baïkal, à Vladivostok, j'ai fait le Transsibérien, la Crimée, les États baltes, Kaliningrad, enfin plein d'endroits quoi. Donc j'ai vraiment adoré. Donc après, quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, il faut pas que je perde mon russe, il faut que je travaille. Et vous aviez quel âge? J'avais 22 ans. Et donc, j'ai appelé Aeroflot à Charles de Gaulle, et ils avaient besoin de quelqu'un, justement. Et j'avais déjà travaillé à l'aéroport et je parlais russe, alors j'étais la candidate idéale. Et donc, j'ai été tout de suite. Ils m'ont prise tout de suite. Et j'ai travaillé pendant 3 ans, jusqu'en 95. En 95, mon partenaire, donc le chef d'escale Aeroflot, a été rappelé en Russie parce que son contrat se terminait. Et il m'a dit, moi, je vais monter une agence de voyage, je vais quitter Aeroflot. Est-ce que tu veux venir? J'ai dit, bah ouais. Allez, donc je suis partie, tout le monde était hyper choqué, forcément, parce que 95, ça commençait déjà à être un Et peu... comment c'était pour le visa? Euh, Pour le titre de séjour? j'ai fait un visa business. Pendant très longtemps, j'ai séjourné avec des visas à faire. C'est pas compliqué, en fait. Puis bon, lui, il avait de très bonnes entrées à l'ambassade, donc je suppose qu'il m'a fait un visa. Je n'ai pas trop de souvenirs, mais je pense que c'est ce qu'il a fait. Et donc, je suis arrivée en mars, le 2 avril 95 à Moscou. Bon, Ah, là, vous avez bien retenu la date. ah oui, mais tous les ans, je fête ma date d'arrivée, ma deuxième naissance, peut-être. Et voilà, je suis arrivée avec 80 kilos de bagages dans un pays, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, mais j'étais très enthousiaste. Et puis, et donc, on a monté cette agence. Et en fait, comme on avait travaillé chez Aeroflot pendant 3 ans, que c'était quelqu'un qui avait énormément d'empathie avec les gens, qui était très. Il pouvait se mettre d'accord avec n'importe qui, il était vraiment très sociable. Et ben en fait, on avait des sacs entiers de cartes de visite de gens qui étaient venus à Paris, qui nous avaient dit si vous êtes en Russie, vous nous appelez. Donc c'est ce qu'on a fait, on a appelé tout le monde. Et au début, c'était avec des gens assez genre Capzone, on avait Abramovich, enfin des gens assez top, parce qu'en fait, tout le monde venait à Paris entre 92 et 95. Le pays s'ouvrait et la première destination où tu allais, forcément, c'était Paris. Donc nous, on était à l'escale, on voyait tout le monde. Et donc, on a eu des super contacts. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec nos Ah, premiers ça clients. devait être des années folles. Ah, c'était fou, oui, c'était fou. Ouais. C'était très, très intense. On avait des voyages partout, on organisait plein de trucs. Puis après, petit à petit, on a commencé à se spécialiser un peu plus sur la France, ce qui est logique puisque je suis française. Bon, l'Europe, la Suisse, voilà, la France, l'Italie, peut-être un petit peu. Et voilà, puis donc c'est comme ça que je suis arrivée à Moscou en 95. Et je sais que vous êtes mariée à un Russe. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Et comment elle s'appelle? Alors, il s'appelle Sergueï, très original. On s'est rencontrés, en fait, mon partenaire en 2000. Mon partenaire est décédé dans un accident de voiture. Et un mois avant, j'avais rencontré mon futur mari et les anciens partenaires de mon associé et sa fille. Enfin bref, ça a été très compliqué. Ils m'ont mis les bandits sur. Enfin voilà, j'étais harcelée par plein de gens qui voulaient pas me laisser partir. Et donc Sergueï, mon futur mari, m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Et puis 3 mois après qu'on se soit rencontrés, il m'a dit est-ce que tu veux devenir ma femme? Et donc on s'est mariés en mars 2001. Ah, c'était très rapide. Voilà, ouais, c'était hyper rapide. Ouais. En fait, on pensait qu'en se mariant, j'aurais plus de facilité pour rester sur le territoire russe. Pas du tout. donc, donc, pas du tout. Mais elle m'avait envoyé la milice quand même, la fille de mon partenaire. Donc, j'ai failli être déportée. Enfin, c'était tout un truc pour ne pas. Ah, vous avez eu un OQTF? Non, mais c'était à 2 doigts de l'avoir. Voilà, après, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec le grand Nalchany, avec le grand chef de l'Ouvir, et qui m'a dit ok, bon, enfin, voilà, qui m'a écouté et il est complètement tombé des nues, donc il m'a dit bon, ok, je vous fais un visa de sortie, faites votre visa là-bas, puis vous revenez. Et c'est ce que j'ai fait, et on a ouvert notre agence de voyage en 2001, et puis on a travaillé jusqu'à présent, en fait. Et donc, Avec votre mari, ça voilà, exactement. Donc ça a bien marché, en fait. Les années 2000 étaient sans doute les années les plus fastes, 2000, 2005, jusqu'en 2009 en gros, c'était vraiment, on avait des grosses délégations aussi du ministère de la Défense, on avait des gros voyages d'affaires, des gros groupes, on avait 2-3 oligarches très importants pour lesquels on faisait plein de choses, on avait plein de clients particuliers, donc ça marchait très bien. Et puis après est arrivé 2009, tout s'est un peu cassé la figure, et on s'est refocalisé sur d'autres voyages un peu plus art de vivre et plus spécialisé sur des choses à montrer en France que les Russes ne connaissent pas. C'est ce que j'ai vu.
Hum. ce que vous faites. Voilà. Parce qu'en fait, jusqu'à quand je travaillais avec mes grosses délégations ou mon oligarche, c'était toujours la même chose. C'était toujours Monaco, Paris, Georges V, le Ritz, voilà, tout ça. Et au bout d'un certain temps, j'en ai un peu assez de ne pas montrer tout ce que la France a montré. La Gascogne, la Bourgogne, le Champagne, les Pays de la Loire, La Rochelle, enfin voilà, ce genre de choses, de parcours un petit peu comme ça. Et c'est ce qu'on a fait à partir de 2009. On a moins bien gagné notre vie, mais on a fait des très beaux parcours. C'est pour les décoratrices d'intérieur, donc pour les expositions maisons et objets. On a fait des rallyes en voiture aussi, plein de fois, où j'ai emmené, on mettait des familles dans des voitures, et puis on les faisait traverser une région avec des étapes. Par exemple, on a fait un rallye en Corse, sur les traces de Napoléon. On a fait un rallye sur les châteaux cathares du sud de la Ah, France. ça fait penser à Sylvain Tesson. Voilà, un petit peu, oui. J'aime bien Sylvain Tesson d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et voilà, on a fait un rallye sur les traces de la Grande Guerre, donc Nancy, lignes Maginot, Verdun, Reims, voilà. Donc j'ai beaucoup voyagé en Russie, en France, et c'était un vrai plaisir d'organiser ce genre de voyage. Là, on a recommencé depuis un an. Voilà. Mais bon, avec la période Covid, j'ai fait la même chose, mais en Russie. Ouais. Et vous êtes arrivée toute seule en Russie. Au début, comment ça se passait, vos premiers contacts avec les gens? Ça se passait toujours bien, parce qu'en fait, les Russes adorent les Français, et les Françaises en particulier, sans doute. Donc, Je pense que c'était mythique, une Française ouais, qui arrive à cette époque-là. C'était très. Même mes employés, ils avaient toujours un côté très protecteur. Surtout que peut-être ils n'ont jamais vu une Française de leur vie. Oui, pour beaucoup, oui. Et c'était très protecteur, c'était très. Mes employés me protégeaient, mon associé me protégeait beaucoup aussi. Enfin, c'était d'un certain côté. D'un autre côté, c'était compliqué parce que on a des manières d'être, des manières de se comporter qui, à l'époque, correspondaient pas trop à ce que les Russes connaissaient. Donc, par exemple, typiquement, les clients parfois se comportaient n'importe comment. Et, surtout les créants qui ont de l'argent. Exactement, voilà. Donc, sans prendre en compte tout plein de facteurs qui existent ici. Et moi, il y a des choses parce que je manquais d'expérience de relations avec des gens comme ça, il y a des choses que j'ai zappées au début parce que je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire en fait. Donc, et je pense que j'étais peut-être pas aussi assez affirmative, j'étais trop gentille. Enfin voilà, il y a plein de petits détails comme ça que j'avais du mal à capter au début. Et puis après, voilà, mais ça se passe bien parce qu'en général, les gens sont toujours très bienveillants. T'es française tout de suite. Oh là là, qu'est-ce que vous faites ici? Mais ah oui, c'est super. Oh là là, mais vous êtes incroyable. Enfin bref, donc quand t'es française, a priori, t'es plus belle, plus intelligente, tu fais tout mieux que tout le monde. Donc bon, ça va, c'est pas compliqué. Et au début, est-ce qu'il y avait peut-être quelques traditions qui vous ont surpris? Il y a des choses que j'aime bien. J'aime bien le côté un peu superstitiel des Russes. Toucher du bois, pas se dire au revoir à travers le seuil d'une porte. Ça, moi, je le fais jamais maintenant. Mais bon. J'aime bien les traditions du banya aussi, ça j'adore. J'aime bien la tradition de la dacha aussi. Je trouve que les Russes ont une proximité avec la nature qui est très forte. Donc ça j'aime bien, les shashliks, la dacha, tout le monde qui se trimballe tout nu dans le jardin. Enfin, les trucs un peu voilà, moins formels que chez nous. J'aime bien aussi le côté parfois un peu rugueux au début, pas forcément très, qui laisse rentrer dans son domaine intérieur, mais après, les Russes sont très fidèles en amitié, je trouve, et donc il y a des liens très forts qui se créent. Générosité aussi, extrêmement généreux. Voilà, le côté un peu imprévisible, un peu dernière minute, pas trop comme les Français en fait. Je dois faire un truc. Ah, t'as un truc super. Bah oui, c'est après-demain, je peux venir. Tout. Ah oui, non, mais attends, ça fait longtemps que tout est booké. Non, non, mais voilà, donc ce genre de choses, ouais. Après, en tant que tradition, pas vraiment, mais ces aspects du caractère des Russes, ouais, j'aime bien. J'ai pas de sang russe avéré, mais je me sens très russe. Voilà. Et comment ça se manifeste, votre côté russe? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté mon côté plus féminin, étonnamment, parce que les femmes russes sont très féminines, alors que les Russes imaginent toujours que c'est les petites Françaises qui sont très féminines. Mais bon, moi je suis arrivée en Russie, j'étais un vrai garçon manqué, et maintenant je fais, enfin ça fait déjà un certain moment, je commençais à faire beaucoup plus attention à comment je m'habillais, à mon côté féminin, voilà. Même si les relations entre hommes et femmes sont complètement différentes en Russie et en France, mais ça c'est un autre sujet. Ça m'a apporté peut-être plus de tolérance pour certaines choses. En France, on a beaucoup de politiquement correct dans tous les aspects de la vie, en fait. Quand tu es au restaurant, bah, tu fais pas comme ça, tu commandes pas ça, tu manges pas ça avec ça, tu dis pas ça. Enfin, voilà.
En Russie, parfois, rien à faire, quoi. Et j'ai ce côté-là un peu que j'aime bien, ce côté un peu de manque de respect des convenances. Alors parfois c'est un peu pénible, mais je trouve ça très rafraîchissant. Des gens, j'ai une cliente, un épisode où on était au restaurant, on avait commandé des huîtres, et elle appelle le serveur, et elle dit je voudrais du foie gras aussi. Et elle a dit en même temps, elle a fait bah oui. Alors le serveur m'a regardé, j'ai dit bah oui. Donc il était tellement choqué, tout le restaurant me regardait, c'est quoi ces Russes qui mangent des huîtres avec du foie gras? Mais après tout, pourquoi pas? Je veux dire, tu es en France pour 5 jours, s'il faut que tu te restreignes, tu as envie de manger du foie gras avec des huîtres, si ça gêne personne, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'était très drôle, parce qu'en France, dans le restaurant, c'était un restaurant assez cher, donc on sentait que les gens qui étaient là, ils choisissaient, voilà, ils avaient un budget, et puis bon, on mange pas des huîtres avec du foie gras, enfin, c'est pas compatible. Bah en fait, si, voilà. Donc ce côté-là, très spontané, que j'aime bien, c'est toujours... Je pense que dans le sud-ouest, on pourrait aussi manger des huîtres avec du foie gras. Ouais, peut-être, effectivement. Mais voilà, ce côté... et puis ce côté un petit peu... ça m'a fait réfléchir sur mon pays, sur moi-même en tant que Française aussi, parce que quand on est à distance, je pense que vous avez exactement la même... On voit mieux son pays, ses compatriotes, Exactement. sa On culture. comprend mieux son pays. Voilà, on comprend mieux. Il y a des choses qu'on trouve franchement pas terribles. On a une autre géopolitique, donc en fait, on appréhende les choses de manière différente. Et ça, c'est important aussi. Moi, ça m'a fait beaucoup apprendre sur la France. Je vous emmène des Russes dans Paris. Je sais à chaque pas la question qu'ils vont me poser à quel endroit, pourquoi ils vont s'étonner de ça, pourquoi ils vont être choqués par ça, qu'est-ce qu'ils vont me demander. Et c'est d'ailleurs la réponse dans mon livre. J'ai l'impression de les lire comme ça, je sais tout, et ça m'a permis aussi d'apprécier beaucoup de choses en France que j'appréciais pas avant, par exemple. Donc il y a ça, et puis la Russie, c'est un pays tellement de culture, c'est incroyable, quoi. Enfin, les orchestres, les ballets, les théâtres, les expositions, les peintres, les écrivains, c'est fulgurant. Ça m'a appris aussi une certaine résilience et un certain courage. Je pense que les Russes sont des gens très courageux, enfin les Russes, voilà, les citoyens russes, disons. Parce que la Russie, c'est quand même une mosaïque de peuples, hein. Quand on dit russe, en France, on pense une chose, mais enfin, c'est une notion qui est toujours un petit peu compliquée. Il y a des Tatars, il y a des Tchétchènes, il y a tout ce que vous voulez en Russie. Mais ils sont très courageux. Et il y a beaucoup de choses qui se font, pas grâce à quelque chose, mais contre tout ce qui se passe autour. Et il y a des gens qui ouvrent des musées, il y a des gens qui font des hôtels, il y a des gens qui ont des initiatives privées assez remarquables, qui ne sont pas du tout aidés. Alors qu'en France, on a toutes les aides qu'on veut, on n'est jamais content, et on ne fait pas forcément grand-chose. Donc je trouve que les Russes ont une capacité de... Vivacité. Vivacité, ils sont très très résilients et courageux. Et ça aussi, ça m'a appris à... Enfin, c'est quelque chose que je pense, un peu... comment on peut dire, imbibé ou voilà, infusé. Ouais. Et avec Sergueï, vous avez 2 garçons. Exact. Qui ont 19 et 21 ans. Oui, ils sont grands. Ils sont partis déjà faire les études supérieures. Oui, donc ils sont au Canada. Ils sont bilingues totalement. Bon, là, il manque un peu de pratique de russe. Donc, mais pour moi, c'était très important d'avoir des enfants qui sont non seulement bilingues, mais biculturels. C'est-à-dire qu'ils comprennent exactement la culture des Russes et la culture des Français. Et comment vous l'avez fait comment vous l'avez réalisé à Moscou? Alors, ils sont allés à l'école française dès qu'ils étaient tout petits. Ils sont allés à la maternelle française, à la primaire, à Moscou. Et voilà. c'était accessible? C'était facile de trouver une place? Pour les Français, de toute façon, ils ne peuvent pas ne pas te donner de place. Donc, bon, ça, c'était... voilà, bon, c'était un peu cher, mais c'était très bien parce que ce sont des profs qui sont français. C'est vraiment une ambiance française. Comme mes gamins, ils ont grandi avec une nounou russe, une belle maman qui ne parle pas français, un papa qui leur parlait qu'en russe. Pour moi, c'était vraiment important qu'ils aient un peu de France dans leur vie. Après, ils sont souvent allés en vacances chez mes parents. Après, je leur rapportais des DVD, des émissions pour les enfants françaises, tous les trucs, genre les Kirikou, L'île aux enfants que je regardais quand j'étais petite, tous les trucs comme ça. Et donc, je me suis beaucoup investie quand même dans le côté français de mes enfants, mais pour moi, c'est important qu'ils sachent comment se comporter en France, ce que c'est que d'être français, et qu'ils sachent aussi comment se comporter en Russie, ce que c'est que d'être russe. Voilà. Résultat, ils ont voulu faire leurs études ni en Russie ni en France.
Et donc, ils sont partis au Canada. Pour les Français, il y a de bonnes conditions, en fait. Voilà. Donc, financièrement, c'est pratiquement plus avantageux que de les avoir ici à Paris. Donc, voilà. Mais ils sont très français. C'est ça qui est étonnant. Je les regarde et je me dis, il est 100% français. Là. Puis après, tu regardes d'un autre côté, tu te dis, mais il est 100% russe quand même. Et c'est la même personne. Donc, c'est étonnant de voir comment les deux cultures arrivent à cohabiter dans une même personne. Ils aiment beaucoup la Russie. Bon, il y a certaines choses qui les chagrinent ou ils ont un sentiment parfois un peu contradictoire. Ils aiment beaucoup la France aussi, avec aussi certaines choses qui ne sont pas trop. Ils ont beaucoup d'amis qui sont dans le même cas qu'eux, en fait, qui sont binationaux. Pratiquement la moitié du lycée français sont des binationaux. Donc c'est intéressant aussi. J'ai remarqué que quand ils étaient petits, ils parlaient tous entre eux en russe. Et puis plus ils ont grandi, et plus ils ont switché sur le français. Et en fait, à la fin, ils parlaient que français. Ouais, c'est drôle. Et ils ont une double nationalité? Oui, ils sont français russes, ils ont 2 passeports. C'est pratique dans la vie. C'est super pratique, oui. Moi aussi, j'ai 2 passeports. J'ai la nationalité russe depuis 2021. Ah, félicitations! Merci. C'était un événement aussi important, je pense que vous allez important. Aussi le célébrer tous les ans. Voilà, exactement. Surtout, c'est début avril, exactement comme mon arrivée. Donc, oui, pour moi, c'est important d'avoir la nationalité russe. C'est un pays que j'aime. Et je me sens vraiment très proche de la culture russe. C'est un pays où j'ai été très bien pendant très longtemps. Là, pour certaines raisons, je suis un petit peu plus souvent en France, mais c'est vraiment un pays auquel je suis très attachée et c'est mon 2e pays qu'en fait. Et je sais que vous êtes aussi très présente dans la communauté française à Moscou. Oui, parce que au début, quand je suis arrivée, j'ai été regardée comme un ovni par les Français. Je bossais dans une boîte russe. Et bon, la Russie des années 95, les expats, ils n'étaient pas en Russie par choix en général, c'est un peu plus. Vous savez qu'à l'ambassade, on leur payait une prime de froid, une prime de risque. Donc ils étaient payés 2 fois plus à Moscou qu'à New York. Donc ils venaient pour faire des sous, mais ils cochaient tous les jours leur calendrier leur disant bon, quand est-ce que ça se termine. Et donc quand toi t'arrivais, que tu avais choisi de venir en Russie, de travailler en Russie dans une boîte russe, tout le monde se disait ça va pas la tête. Quoi. Enfin, et au début, c'est pour ça que j'avais aucun contact avec les Français parce que personne ne comprenait. Et je pense que même les Français mariaient des Russes, chacun était vraiment dans son coin. Puis après, avec l'apparition de certains ambassadeurs, de femmes d'ambassadeurs qui ont fait beaucoup pour rassembler les communautés, en particulier Madame de Glignassi, qui était vraiment assez incroyable à toujours vouloir organiser des choses à l'ambassade pour se faire rencontrer les gens avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et puis quand mes enfants sont nés, j'ai eu envie aussi de me rapprocher des Français. J'en avais marre d'être tout le temps dans mon coin russe, ça commençait un peu à me manquer. Donc voilà. Et puis mes clients adorent la France. Et donc, j'ai toujours envie de leur faire partager les Français qui sont en Russie, qui peuvent être utiles pour différentes raisons, qui font des pâtés, des fromages, je sais pas, des foulards, des gâteaux, des escargots, enfin tout ce qu'on veut. Donc, ce sont tous des entrepreneurs comme moi. Il y en a beaucoup. Je sais ce que c'est d'être entrepreneur en Russie. Donc, je trouve que c'est bien de se soutenir mutuellement. Et quand il y a des petits événements, j'aime bien faire la promotion, j'aime bien participer. Voilà, on se tient un peu comme ça, une petite communauté, c'est sympa quand même. Il y a beaucoup de linguistes qui disent que quand on maîtrise bien une langue étrangère, il y a une autre personnalité linguistique qui se crée à nous. Vous avez commencé à maîtriser bien le russe en étant en France, même sans vivre en Russie. Est-ce que vous avez déjà senti que votre personnalité a changé par le fait que vous parliez bien le russe? Quand on parle bien une langue, on les comprend différemment. Quand vous êtes aussi philologue, je pense que vous voyez de quoi je parle. Est-ce que ça vous a changé, le fait de parler le russe? Pas trop. Oui, alors pour avoir travaillé de manière très intensive avec des hôteliers français, par exemple, qu'on représentait sur le marché russe, certains Français m'ont dit « mais t'as des réactions de Russes ». Par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup chez les Russes, c'est j'ai quelque chose à te dire, je te le dis franco, en face, et voilà quoi. Pas à la française où c'est comme ça, et puis après, en fait, oui, ça veut dire non, et puis bien sûr, ça veut dire jamais de la vie, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Alors que les Russes, c'est tu m'emmerdes, point barre, voilà, je te l'ai dit. Bon, maintenant, ça y est, on peut se mettre d'accord, et puis on continue. J'adore ce côté très franc et très direct. Le russe, c'est une partie de moi-même, en fait. Il y a des choses, je rêve en russe, souvent. Il y a des choses que je suis incapable de traduire en français. Il y a des choses que j'aime beaucoup mieux dire en russe, parce que je m'y sens plus à l'aise, parce qu'il y a une espèce de saveur des expressions de la langue qui est totalement jubilatoire, effectivement. Donc, mon livre, par exemple, je l'ai écrit directement en russe, parce que j'ai une espèce de... Oui, j'adore vraiment cette langue, elle est d'une richesse incroyable. Le russe, c'est une langue compliquée quand même, hein. C'est une langue tellement riche, en fait, que pour bien le parler, il faut vraiment le... Alors,
on va pas dire ça parce que tout le monde va se dire, ben non, je vais jamais apprendre le russe, je vais pas y arriver. Non, il faut apprendre le russe. C'est une langue très, très riche, mais elle donne la possibilité à différents niveaux de s'exprimer de manière très, très fine. J'adore toutes ces histoires de préverbes. Vous avez un verbe comme ça, puis vous mettez n'importe quel autre préverbe, ça change tout et ça te permet les aspects aussi. Les aspects, c'est super. Bon, alors, les verbes unidirectionnels, multidirectionnels. Voilà, c'est oui, les déclinaisons, hein, quel plaisir. Non, c'est ardu un peu parfois, ça peut sembler ardu, mais en même temps, il y a des choses qui sont très simples. Par exemple, les aspects des verbes. Comment ça s'appelle Perfectif, imperfectif. Perfectif, imperfectif. Quand vous le déclinez, quand vous le conjuguez, le verbe, il n'y a qu'une manière de le conjuguer. C'est super simple. Alors qu'en français, vous avez un verbe, mais vous avez 150 manières de le conjuguer. Donc c'est très compliqué pour les Russes qui apprennent le français parce qu'il y a le subjonctif, l'imparfait, le passé composé, le plus que parfait, le passé simple. Aussi des temps des livres, des temps littéraires qu'on n'emploie pas, passé antérieur. Exactement, voilà, mais ça existe quand même, quoi. Voilà. Alors qu'en russe, vous avez un verbe, vous avez deux manières, vous avez au passé ou au présent. En fonction de son aspect, ça va être un passé certain ou un futur. Enfin voilà. Donc ça, c'est très facile en fait finalement. Il faut juste capter faut pas se mettre, se heurter à la première difficulté de se dire oh là là, il faut apprendre 2 verbes par verbe. Non, non, c'est comme l'alphabet. Tout le monde me dit oh là là, mais l'alphabet c'est le même principe que l'alphabet français, c'est juste les lettres qui sont différentes, donc c'est pas difficile. Il y a une dizaine de nouvelles lettres parce qu'il y a des lettres qui existent déjà dans l'alphabet latin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas comme le japonais où c'est un autre système totalement, où tu as des dessins et avec ces dessins-là, tu dois essayer de comprendre quelque chose. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Simplement, comme ça a l'air d'autre chose, on trouve ça plus compliqué d'abord, mais pas du tout. Mais lire les auteurs russes dans leur langue, c'est incroyable. Je veux dire, puis c'est une langue d'une richesse pour s'exprimer, pour jurer. C'est très riche aussi. Oui, pour jurer. Si tu as envie de dire des choses bien senties, tu le dis en russe et tout de suite ça claque. Alors qu'en français, ça va faire. Cécile, et si parmi nos spectateurs, il y a des gens qui aimeraient aussi partir vivre en Russie, faire leur vie là-bas, quels conseils pourriez-vous donner? Voilà, c'est une question avec beaucoup de responsabilités. Non. Conseil personnel. Conseil personnel, il faut venir voir déjà, voir si ça vous y plaisait. Je pense qu'il faut... il faut forcément avoir des contacts ou des liens sur place qui vont t'aider à te mettre dans le bain. Il faut être bien installé, forcément. Enfin, il faut avoir un appartement qui te plaise, qui soit confortable. Je pense qu'il faut venir passer un certain temps, voir si ça va te plaire. Il ne faut pas s'arrêter à des choses comme le climat, les gens dans la rue, la difficulté de certaines choses. Il y a beaucoup plus riche derrière si on gratte. Après, en termes de travail, il faut avoir une assurance quand même que tu vas pouvoir travailler. Donc, il y a des domaines qui sont peut-être plus faciles que d'autres. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en Union soviétique, ou en Russie, c'était waouh, pendant 3 mois. Et un jour, tu te dis, non, mais il y a un décalage, il y a plein de choses, je ne comprends rien. Et pourtant, je le vois en face de moi, c'est exactement le même que moi et tout. Mais non, on n'est pas du tout formaté de la même manière. Vous avez une histoire qui n'a rien à voir avec la nôtre. Vous avez un passé, des traditions, une culture qui sont très différentes. Donc, comme la personne en face te ressemble, tu as tendance à attendre la même chose d'elle que de toi, ben en fait, non. Il y a plein de choses qui vont surprendre, qui vont choquer. Oui, il faut tout réapprendre. Il faut tout réapprendre. Donc, si tu n'es pas prêt à ça, c'est sûr qu'il ne faut pas aller se lancer là-dedans. Mais c'est une belle aventure. Hein. Alors, venir visiter Saint-Pètre, Moscou, regarder... si des gens veulent venir, venez faire même des stages linguistiques, hein, c'est bien. Hein. Parce que les Russes adorent les Français, donc ils seraient toujours bien accueillis. Oui, et notamment dans la vidéo suivante, Syl va nous partager son point de vue pourquoi les Russes aiment les Français. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi, Diana.